ni homme ni femme, comment on passe pour un trou noir par exemple? C'est excessivement compliqué et c'est pas possible de passer pour un trou noir. Bonjour et bienvenue dans Lit et Queer, un podcast où l'on pense l'inclusivité à travers la pratique de la lecture et de l'écriture. Je m'appelle Tai, je suis masterant en création littéraire et j'ai décidé de partir à la rencontre de diverses personnes pour les questionner sur leur rapport à la littérature en tant que personne queer. Aujourd'hui, nous accueillons Sepio, militante queer et créateur de contenu, qui va nous parler de son vécu en tant que personne xénogenre, aroace et polia. All utilise ses propres accords et le pronom all. Du coup, Sepio, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous en dire plus sur tes labels queer par exemple? Alors bonjour. Bonjour. Merci de m'inviter dans ce podcast. Donc nous c'est Sepio, on est un système. Et notre identité de genre, en fait, elle s'exprime sur le spectre du xénogenre. C'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas du tout, aucune de nos identités de genre ne s'identifie sur le spectre femme-homme. Toutes nos identités de genre, quasiment toutes, s'expriment sur avec des phénomènes atmosphériques ou astronomiques. Et puis pour tout ce qui est label, orientation sexuelle et romantique, on est sur le spectre de la sexualité et de l'aromantisme. Est-ce que tu veux développer pourquoi tu utilises le nous? Oui, j'utilise le nous parce qu'en fait on est plusieurs dans ma tête. On est ce qu'on appelle un système, je suis une personne multiple. Être un système, c'est quand on est plusieurs entités dans un seul corps, quand on est plusieurs à contrôler la vie, quand on se partage une vie en fait, quand on se partage un corps et qu'on partage une vie. Il y a il y a le compte partiel, il y a partiel qui justement définit la multiplicité comme étant plusieurs soi dans soi. Voilà. Et c'est du coup de très bonnes ressources pour tout ce qui est multiplicité. D'accord, et je voulais te demander quel est ton rapport à ces identités, comment tu te situes globalement, sociétalement, avec ces identités? À gauche. Très 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 à gauche. Peut-être même à gauche de la gauche. Je suis donc une personne trans, donc marginalisée pour le coup, du fait de ma transidentité. En tant que personne ace et en tant que personne aromantique, de la même façon, il y a une forme de marginalisation qui se met en place parce que on subit toutes les oppressions en lien avec le fait qu'on n'est pas hétéro. On a toutes les oppressions en lien avec le fait qu'on n'est pas cis. Mais en plus de ça, on n'est pas cis, on est 18. Ah. Mais en plus de ça, même au sein de la communauté queer, notre façon d'exprimer notre queerness, quelque part, peut aussi être... les labels queer qu'on a peuvent aussi être porteurs de discrimination au sein de la communauté queer aussi. Par exemple, les xénogenres, c'est souvent un argument qui est utilisé par les détracteurs des communautés queer et de la non-binarité pour pouvoir justement ridiculiser, discriminer la non-binarité en disant oui, bah, si toi tu te sens non-binaire, moi je me sens hélicoptère de combat. Bah, d'accord, très bien, quels sont tes pronoms, Michel? Quand cette personne se moque en disant je suis hélicoptère de combat, moi je me dis que cette personne est peut-être vraiment hélicoptère de combat. J'arrive pas à me dire que c'est une moquerie en fait. Et du coup, quand je débarque et que je dis bonjour, moi je me sens aligné avec un trou noir, je peux recevoir exactement la même réponse que cette personne qui vient en se moquant en disant être hélicoptère de combat pourrait recevoir. Et pour tout ce qui est la sexualité et l'aromantisme, ça va dépendre beaucoup de la façon avec laquelle je vais pratiquer ces orientations sexuelles et romantiques. Supposons que je rentre quand même en relation queer platonique avec une personne je passe beaucoup pour un homme, donc du coup ça se voit pas que je suis trans de manière générale, à part les cheveux colorés un peu rasés sur le côté. En dehors de ça, c'est compliqué. Quand les gens me voient, les gens présument forcément que je suis un homme cis et hétéro. Alors que je suis rien de tout ça. mais du coup, comme je passe pour un homme, si je me retrouve à fréquenter une communauté queer en tenant la main d'une personne qui passe pour une femme,
je pourrais me sentir mise de côté, mise à l'écart aussi de la communauté queer, parce que on passerait pour un couple hétéro, on passerait pas du tout pour en fait 2 personnes arways en relation queer platonique, ou 2 personnes en relation queer platonique, ou 2 personnes non cis en relation queer platonique. Donc quelque part ça peut se rapprocher d'une certaine façon de certaines formes de biphobie ou de panphobie qu'on pourrait trouver au sein de la communauté queer, et un certain nombre de transphobies aussi au sein de la communauté queer et non queer. J'ai pas prévu de faire une transition médicale ni hormonale, par exemple. Donc du coup, je vais garder ce corps-là tout le temps. Et du coup, je suis pas une bonne trans. Puisque, comme je transitionne pas, médicalement et hormonalement, ça se voit pas, en fait. Sauf que, transitionner, ça pourrait me servir à quelque chose si ça me permettait d'avoir de pouvoir dire aux autres, regardez, mon genre, c'est ça. Sauf que, ni homme ni femme, comment on passe pour un trou noir, par exemple? C'est excessivement compliqué, et c'est pas possible de passer pour un trou noir. Donc je suis, quelque part, la façon avec laquelle mon genre sera accueilli par le reste du monde ne dépend que de la façon avec laquelle le reste du monde va l'accueillir. J'ai aucun contrôle là-dessus, je peux juste arriver en disant bonjour, moi je suis comme ça, mes pronoms c'est ci, ça, les accords que je préfère c'est ça, est-ce que vous voulez bien les respecter, est-ce que vous voulez bien les appliquer pour moi, s'il vous plaît, ça me fait du bien. Si les gens veulent pas le faire, à aucun moment, quand les gens vont me regarder dans la rue, à aucun moment, elles vont se dire oui, cette personne est très assurément ace, aromantique et alignée avec un trou noir. Ça me paraît compromis. C'est impossible. Donc du coup, je sais que pour le coup, mon identité, si je ne m'exprime pas dessus, si j'ai pas une étiquette pour dire bonjour, c'est tout ça, ta personne ne va transition, s'en rendre elle compte. est principalement sociale. Elle est principalement sociale, et je suis obligé de m'exprimer dessus. Que c'est compliqué dans un environnement qui est, dans une société qui est transphobe, qui est queerphobe de manière générale, même s'il y a de plus en plus de droits qui existent. C'est compliqué d'arriver et puis de pouvoir affirmer avec assurance et en étant sûr d'être en sécurité, de pouvoir affirmer, voilà. Déjà, quand j'arrive auprès de personnes cis, que je leur dis bonjour, je suis trans, il y a tout un tas de préjugés qui commencent à s'activer, auxquels je ne peux rien, mais auxquels je ne corresponds quand même pas. Donc du coup, on peut très bien me dire, non, t'es pas trans. Ah bon, t'es trans? Ah bon. Et puis même au sein de la communauté trans, si j'arrive en disant bonjour, je suis xénogenre, je me sens aligné avec un trou noir, je sais qu'on peut me regarder un peu bizarre, quoi. Oui, c'est pas conventionnel. Du tout. Ouais. Même dans la transidentité. Ouais. Et du coup, est-ce que certaines de tes lectures t'ont aidé à trouver cette identité, ou ont enrichi tes perspectives identitaires à ce niveau-là? Pour le genre, non. C'est surtout des rencontres avec d'autres personnes trans et d'autres personnes queer qui m'ont permis, qui nous ont permis au fur et à mesure de discussions, d'échanges, de déconstruction de notre côté aussi, de nous rendre compte qu'en fait, la meilleure façon pour nous de nous définir sur notre genre, c'est ça. C'est celle avec laquelle on se sent le plus aligné, et peut-être que les labels vont changer plus tard, mais pour l'instant, c'est ça. Pour ce qui est de la sexualité, par contre, oui. J'ai lu un essai d'un livre qui s'appelle Asexualité de Julia Sondradecker, mais qui, du coup, qui est pas très bien écrit, qui n'apporte absolument aucun recul vis-à-vis de la communauté ace, dans le sens que c'est juste en fait un catalogue de comment la sexualité s'exprime avec des statistiques. Et c'est tout, il n'y a aucune analyse, c'est vraiment juste un état de l'art. La sexualité, c'est ça s'exprime comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. C'est un dictionnaire spécifique à la sexualité, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est une très bonne porte d'entrée pour toute personne qui voudrait se renseigner sur la sexualité. Ce livre est une très bonne porte d'entrée. Mais par contre, ça n'inscrit pas du tout une réflexion politique de la sexualité, ni une réflexion de comment est-ce qu'elle peut s'inscrire dans les luttes queer, dans la lutte contre le patriarcat, etc. C'est vraiment juste la sexualité, ça existe, et ça existe de toutes ces façons-là. Ouais. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte que je pouvais être totalement légitime à me dire asexuel, tout en ayant une vie sexuelle active.
et à vouloir rechercher une vie sexuelle active Bien aussi. sûr. C'est grâce à ce livre que j'ai pu décorréler l'attraction sexuelle de la libido, du désir, et de l'envie de pratiquer, en fait. Pour moi, tout ça, c'était très mélangé, c'était un gros gloubi-boulga. Et finalement, le fait d'avoir pu lire ce livre, ça m'a permis justement de prendre conscience de plein de possibilités, mais ça a cassé plein de préjugés aussi, quoi. Ouais, donc t'as trouvé des ressources quoi, qui te manquaient, des clés pour mieux te comprendre dans ce livre. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que mes lectures participent à ma déconstruction, et donc à une meilleure définition de moi-même, quelque part. Oui, d'accord. Et du coup, est-ce que être queer a changé ta manière de lire? Ah, complètement. Avant de me rendre compte que j'étais queer, ma bibliothèque, c'était que des mecs, cis, hétéros. Pas forcément toujours hétéros, d'ailleurs. Cela dit, je m'en foutais, en fait. Oui. C'était grosso merdo que Des hommes. Et depuis que j'ai eu mes différentes prises de conscience, d'abord féministes, puis queer, puis santé mentale, qui sont arrivées grosso merdo en même temps, queer et santé mentale, j'arrête d'acheter des hommes en littérature. Sauf si ce sont des hommes issus de cultures fermées. Pour pouvoir participer au pour pouvoir enrichir ma pensée décoloniale, par exemple. Comme qui, par exemple? Comme Frantz Fanon, comme Haruki Murakami, par exemple, dont j'ai acheté les chroniques de l'oiseau à ressort, qui est un auteur du coup japonais, et qui fait pas partie des auteurs mis en avant par notre culture occidentale typique, en fait. D'accord. Frantz Fanon, c'est un psychiatre antillais qui a notamment beaucoup participé à la décolonialisation de l'Algérie dans les années 60, et il a écrit 5 œuvres sur justement le rapport de la race à la terre, et des essais hyper importants dans tout ce qui est pensée décoloniale, qui a beaucoup participé à ça, en tout cas. C'était un militant antiraciste vraiment, vraiment important, quoi. Mais c'est les rares hommes que j'achète. Et quand j'achète des hommes en littérature, c'est pour me permettre de justement nourrir une pensée autre, en fait. Sortir de l'hégémonie de notre culture dans laquelle j'ai grandi, enfin finalement, sortir de l'hégémonie de la culture dans laquelle on a grandi, pour pouvoir justement apprendre qu'il y a d'autres personnes qui écrivent aussi et qui méritent d'être connues tout autant que les autres, quoi. Et du coup, quel livre t'a peut-être le plus marqué dans ton rapport à l'identité ou dans ta recherche de déconstruction Ça va être surtout des essais. Mais par exemple, pour revenir sur la question antiraciste, anticoloniale aussi, mais antiraciste, il y a la mécanique du privilège blanc, qui est pareil, qui est une très bonne porte d'entrée dans tout ce qui est lutte et questionnement antiraciste. C'est Estelle Depris qui l'a écrit, c'est la personne qui gère le compte Semblant de Rien, qui s'appelle maintenant Estelle Depris, du coup, sur Instagram. Et qui présente toutes les mécaniques, justement, du privilège blanc et comment il s'exprime. Comment est-ce que le privilège blanc lutte activement contre l'antiracisme à travers tout plein de méthodes différentes, comme l'ignorance blanche, le gaslighting racial, le colorblindness, enfin tout ça, toutes ces notions-là, c'est des notions qui sont abordées dans le livre, qui sont pas creusées, mais qui sont abordées dans le livre avec tout un ensemble de références à justement lire pour pouvoir creuser. Prochains achats que j'ai envie de faire sur ces sujets-là, ça va être Bell Hooks par exemple, et puis lire évidemment l'ensemble des œuvres de Fanon. Après, d'un point de vue queer, ça va être par exemple, alors plus au niveau féministe, on va avoir des œuvres comme Selfie par exemple de Jennifer Padjemi, pardon, qui parle justement de comment le patriarcat et le capitalisme contrôlent les corps, et principalement le corps des femmes blanches, racisées. En gros, comment le culte de la beauté et du body positivisme a imposé une forme de norme sur comment les corps doivent s'exprimer. À travers une certaine forme de minceur, des formes qui sont plus acceptées pour des femmes racisées que non, par exemple. Une police avec tout plein de crème dedans, enfin en gros...
quelles sont toutes les mécaniques sexistes et racistes et du coup transphobes, puisque ça va avec, qui permettent justement au capitalisme de contrôler les corps, en fait. C'était très intéressant à lire. Je me suis rendu compte que, pour le coup, moi, en essayant de sortir justement du genre homme, dans une forme de passing, essayer de passer autre chose que homme, j'avais commencé à justement adopter ce genre d'injonction, à prendre ce genre d'injonction. Je m'en suis très rapidement débarrassé après la lecture du livre, du coup. Mais je commençais à rechercher justement des crèmes à rajouter, des choses à faire sur ma peau pour potentiellement correspondre à une forme de norme, et puis la lecture du livre m'a fait oublier le projet complètement. Après, j'ai pas de lecture sur le genre, étonnamment. Alors que c'est un sujet qui me passionne, mais j'ai vraiment pas beaucoup de lecture sur le genre. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de livres qui traitent du genre comme toi tu traites le genre? Eh ben, je pense pas. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de livres qui parlent du genre comme... Ou alors je les connais pas, je pense qu'ils sont très niches. Et puis après, en termes d'œuvres plus romans qui m'ont touché, surtout plus dans ma déconstruction féministe, encore une fois ici, ça va être Le désert des couleurs, qui, à travers une histoire, qui raconte l'histoire d'un binôme de personnes qui vont explorer un désert, raconte la violence masculine, qu'elle soit incestuelle, pédocriminelle, et comment c'est vécu par une victime, et comment ça l'impacte encore actuellement. C'est un sujet très lourd, c'est un sujet très fort, c'est un sujet qui est très bien traité par le livre aussi. C'est un roman, celui-ci? C'est un roman. Il n'est pas très long, et vraiment je l'ai dévoré, il m'a beaucoup impacté. Et est-ce que tu pratiques l'écriture? Je sais que tu écris quelques petits textes de temps en temps, mais est-ce que tu considères pratiquer l'écriture? Et est-ce que si c'est le cas, est-ce que le queer imprègne tes écrits? Alors oui, mais non. Je vais développer. En fait, il y a les moments où j'écris. Il va y avoir 2 moments où j'écris. 3 moments où j'écris. Le premier moment où j'écris, ça va être pour tout ce qui est publication Instagram. C'est pas de la grosse écriture, je suis pas en train d'écrire un livre, mais ça reste quand même un travail dans lequel je recherche, j'essaie de poser des idées, j'essaie de faire des liens. C'est épuisant, c'est pas un gros travail d'écriture, mais ça reste un travail d'écriture dans lequel du coup je partage mon identité, qui est de facto politisée, puisque on est une personne queer, on est une personne psychiatrisée. On n'est pas psychiatrisé dans le sens qu'on n'a pas de diagnostic psychiatrique, mais comme on a des neuroatypies, on fait partie de la communauté folle. Donc, on fait partie de la communauté queer, on fait partie de la communauté folle. Notre identité est politique. Et donc, forcément, ce qu'on écrit est politique quand on parle de nous sur Instagram. Et donc, oui, là, le queer est 100% dans nos écrits. Tout le temps, même quand on veut faire des trucs qui sont pas trop politisés, on parle de sujets politisés. Donc le queer fait partie de ça. Et là, je parle du queer au sens très large, hein. Du queer au sens hors norme. Et notre identité est queer. Même si on était cis hétéro, le fait qu'on soit multiple, je pense, nous fait rentrer dans la case hors norme. Dans une certaine mesure, oui, je pense aussi. Donc ça, c'est la première pratique d'écriture. La deuxième pratique d'écriture, c'est dans des ateliers d'écriture. Et là, ça va dépendre des sujets, forcément. Mais je me suis rendu compte, à chaque fois, qu'on mettait du queer dedans. À chaque fois, on instille, soit ici un accord neutre, ici un néopronom, ici une orientation sexuelle qui n'est pas hétéro, ici l'expression d'une forme de neuroatypie quelconque. On essaye de l'intégrer dedans, mais parce que, quelque part, j'ai envie de dire, on comprend pas les personnes neurotypiques, et on comprend pas les personnes hétéros, ni cisgenres pour de vrai, en fait. On a réussi à masquer pendant très longtemps, mais parce qu'on se le cachait à nous-mêmes. Mais on était quand même en décalage. Et précisément, comme on était en décalage, on n'a jamais vraiment trop compris comment ça fonctionnait, tout ça. Donc, c'est, je pense, assez compliqué pour nous de réussir à écrire quelque chose qu'on ne vit pas.
Ce serait forcément plus fade que d'écrire ce qui nous caractérise plus. Oui, bien sûr, on écrit toujours à partir de quelque chose, à partir de quelque part. Oui. Donc là, le queer est là, mais c'est pas prévu, en fait. Oui. C'est pas l'objectif. Et là, le troisième moment où on écrit, c'est pour pouvoir faire un mapping de notre monde intérieur. Et il y a beaucoup de systèmes qui vont le dessiner, il y en a certains qui vont le représenter par IA. J'ai fait la grimace. Nous, on l'écrit, parce qu'on n'arrive pas à le représenter visuellement. Donc on écrit en utilisant les concepts qui nous permettent d'en parler. Et dans ces moments-là, le queer est forcément présent, puisqu'on est tous le queer. Oui, nécessairement. Nécessairement. Par contre, c'est pas une histoire de vie queer, c'est une histoire de vie de gens qui sont queer. Donc le queer n'est pas au centre de l'histoire. Il s'avère que, dans cette histoire qu'on raconte, tout le monde est queer. Oui. Mais c'est pas le sujet. Donc en fait, je dirais que c'est l'histoire, c'est la forme d'écriture dans laquelle il y a le plus de personnes queer qui parlent le moins de queerness, d'identité queer. Quelque part, je me dis que c'est un peu un idéal de lecture queer que j'aimerais atteindre. Oui. J'aimerais bien, ou de lecture folle que j'aimerais atteindre, que j'aimerais lire en fait. J'aimerais bien lire des livres dans lesquels la folie des gens, l'identité queer des gens, n'est pas un sujet. Juste, ce sont des gens qui existent, qui vivent leur vie, et c'est tout. Il y a une certaine forme de normalisation, mais pas dans le sens rentrer dans la norme, mais plutôt d'élargissement d'une norme où la question ne se pose même plus de l'identité de la personne, elle va de soi parce qu'elle existe et parce qu'elle est là. C'est ça. Et personne n'irait regarder cette personne, regarde, c'est le PD là-bas, c'est la trans là-bas. Ouais. Tu vois ? Oui. Ce serait vraiment en mode, ok, cette personne existe, il s'avère que son identité de genre, son orientation sexuelle romantique, c'est ça, quoi. Et point. Ouais, Voire même, on le saurait pas, ce serait pareil. Ce serait très utopique, quand même. Pas forcément dans les livres, mais dans notre réalité physique. Je suis pas sûr qu'on l'atteigne de notre vivant, mais bon. On lutte pour ça, quoi. Ok, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tes lectures nourrissent ton militantisme, et si oui, donc quelle lecture ? Forcément, comme je disais plus tôt, mes lectures, en fait, elles nourrissent ma déconstruction. Et ma déconstruction nourrit mon militantisme. Donc, d'une certaine façon, oui. Mes lectures, alors, les essais principalement, parce que je les lis pour ça, pour pouvoir me déconstruire, participent, nourrissent complètement mon militantisme. Parce que, justement, ça me permet d'ouvrir mes perspectives. Ça élargit mon horizon. Ça me permet de voir des choses que je voyais pas avant, de prendre conscience de privilèges dont j'avais pas conscience avant. Donc du coup, de pouvoir justement reconnaître là où moi je déconne, où c'est pas ok, et où du coup je peux aussi reprendre d'autres personnes privilégiées sur le même sujet, parce que j'en ai pris conscience aussi. Oui, ça fait tu t'en sers pour faire un ricochet derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, dire, préciser ? À quel sujet ? En général, un message, un mot que tu aimerais porter sur ton rapport à la lecture ou à la queerness, ou les deux. Renseignez-vous sur les xénogenres, représentez-nous plus déjà, s'il vous plaît. Et j'aimerais normaliser les images dans les romans. C'est-à-dire ? C'est hyper dur pour une personne aphantasique de pouvoir visualiser ce que les auteurs veulent représenter dans leurs livres. C'est-à-dire mettre des images dans les romans, dans les livres, comme on le faisait avant pour les enfants Ouais, par exemple. Mais après, je me dis que du coup, les personnes qui imaginent très bien se retrouveraient bridées. Compliqué. Faire des œuvres spécifiques, spéciales à fantasique. Des bandes dessinées. Non, mais il y a des romans qui incluent des images, des graphismes. Ça se fait. Je pense que faut trouver un juste milieu. Faudrait pas, exclure les personnes aphantasiques sous prétexte que la plupart des gens imaginent et qu'il faut pas les brider. Ce serait dommage aussi.
Bref, merci d'avoir participé à cet épisode. C'était hyper cool de t'entendre parler de tous ces sujets-là, d'entendre ton point de vue, ton vécu, d'avoir ton regard en fait sur le militantisme. C'était vraiment hyper intéressant. Donc merci. Merci à toi.